Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence web de Grisby Gestion Privée. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous le savez, chez Grisby, on vous présente régulièrement de magnifiques sociétés de gestion, des experts patrimoniaux qui vous aident à prendre des bonnes décisions pour votre patrimoine, à investir dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on a souhaité vous présenter, 3 associations, qui œuvrent admirablement au service des plus faibles de nos concitoyens. Alors, on a souhaité vous présenter ces associations parce que c'est un sujet d'actualité, à 2 titres au moins. Déjà parce qu'il y a 2 jours, c'était, la journée mondiale de la solidarité, et puis aussi parce qu'en cette fin d'année, vous êtes nombreux à souhaiter réduire votre impôt. Vous faites souvent appel à nous pour cela, et comme vous le savez, les dons permettent de réduire fortement sa fiscalité et donc finalement, c'est une bonne, occasion de vous, présenter des associations qui peuvent vous permettre de donner du sens à votre impôt. Donc pour cela, aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir les responsables de 3 associations qui vont se présenter dans quelques instants. Et donc je vais tout de suite déjà leur laisser la parole pour qu'ils se présentent en quelques instants. Violaine, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour, Violaine Roger, je suis la présidente fondatrice de l'association La Maison des Plus Petits. Très bien. Ensuite, François peut-être? Oui, François Génin, je suis cofondateur et président de Visitation Voisins et Soins. Très bien, merci. Et Loïc? Bonsoir à tous, je m'appelle Loïc, je suis le délégué général de l'association Lazare qui anime et développe des colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes de la rue. Ravi d'être avec vous ce soir. Très bien. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Nous allons, vraiment être ravis de découvrir plus en détail, votre activité et puis aussi savoir quelles sont vos motivations à tous les 3. Alors pour démarrer sur le sujet, nous avons aussi la chance d'accueillir aujourd'hui Lisa Violo, qui est une, éminente conseillère de notre, cabinet Grisby Gestion Privée. Lisa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi? Oui, donc bonjour à tous, je suis Lisa Violo, conseillère en gestion de patrimoine depuis maintenant 2 ans et demi chez Grisby et donc j'accompagne au quotidien mes clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Très bien. Alors juste avant de commencer, vous le savez, pour ceux qui nous ont déjà suivis, vous pouvez poser des questions, au cours de la conférence web. Vous avez pour cela un petit outil, sur votre écran, donc n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et bien écoutez, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est que Lisa, commence en nous parlant de la fiscalité des dons. Parce qu'en France, effectivement, quand on pense dons, on pense souvent à réduction d'impôts. En 2021, il y a plus de 4,8 millions de foyers fiscaux qui ont déclaré des dons déductibles. Donc c'est effectivement un levier qui est fortement utilisé. Lisa, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc comme l'a bien dit, Frédéric, aujourd'hui, faire des dons, vous permet de réduire fortement votre impôt et donc on va voir ensemble comment vous pouvez réduire votre impôt en faisant des dons. Alors, donc pour commencer, on va avoir 2 catégories d'associations qui vont vous permettre de réduire votre impôt avec des montants différents. Dans un premier temps, on va avoir les associations d'intérêt général ou d'intérêt public. Pour en citer par exemple une connue, ça peut être Amnesty International ou même la SPA. Tout don que vous allez effectuer à cette association va vous permettre de réduire votre impôt de 66% du montant que vous avez donné. Et ensuite, l'autre typologie d'association, donc ça va être les associations d'aide aux personnes en difficulté et les associations cultuelles. Donc ça peut être par exemple Médecins sans frontières ou les Restos du Cœur. Et donc, elles vont vous permettre de réduire votre impôt à hauteur de 75% sur les 1000 premiers euros pour les associations d'aide aux personnes en difficulté et sur les premiers 554 euros pour les associations cultuelles. Et donc, pour tout montant supérieur à ces 2 montants, la réduction d'impôt sera à 66%. Il faut quand même faire attention quand vous faites des dons, il y a quand même certaines limitations. Le montant maximum qui peut être pris en compte pour la réduction d'impôt correspond à 20% de votre revenu imposable. Donc, pour faire très simple, si vous avez un revenu imposable de 100 000 euros, le montant maximum que vous pourrez donner et qui pourra être réduit donc de votre imposition, ce sera 20 000 euros. Si jamais vous effectuez plus de 20 000 euros de dons, ce n'est absolument pas perdu, ce sera reporté sur les 5 années suivantes. L'autre petite particularité,
sur laquelle il faut être vigilant, c'est qu'on parle bien de réduction d'impôt et non de crédit d'impôt. Donc, l'État ne pourra pas vous rembourser plus que ce que vous payez d'impôt. Si on prend un exemple, si vous payez 2 500 € d'impôt et que vous faites beaucoup de dons cette année et que l'État doit vous donner 2 700 €, doit vous rendre 2 700 €, ils ne vous rendront que 2 500 € de réduction d'impôt puisque c'est le montant de votre impôt. Et enfin, donc la bonne nouvelle, les dons n'entrent pas dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Donc, il n'y aura absolument pas d'impact si, à côté des dons, vous avez effectué d'autres investissements qui permettent de réduire votre impôt. On va voir dans un second temps comment réduire son impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI, grâce aux dons. Donc effectivement, aujourd'hui, quand vous faites des dons, vous allez également pouvoir réduire votre IFI. Donc ça reste quand même très avantageux. Et là, la réduction d'impôt va être de 75 % du montant que vous allez donner. Aujourd'hui, elle est limitée à 50 000 € de réduction d'impôt. Donc vous pouvez donner maximum 66 670 €, qui générera donc une réduction d'impôt de 50 000 €. Là, attention, l'excédent n'est absolument pas reportable sur les années suivantes. Néanmoins, vous pouvez le transférer pour réduire votre impôt sur le revenu, comme on a vu au slide juste avant. Et enfin, les personnes morales, voilà, peuvent également réduire leur impôt en faisant des dons à des associations. Donc là, c'est assez avantageux. Elles peuvent réduire leur impôt de 60 % du montant qu'elles ont donné jusqu'à 2 millions d'euros. Et ensuite, si elles donnent plus de 2 millions d'euros, elles peuvent réduire à hauteur de 40 %. Là aussi, on est bien évidemment limité. Donc, c'est soit 20 000 € ou alors, pour les plus grosses sociétés, ça va être 0,5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Et là, l'excédent du don est bien reportable sur les 5 exercices suivants si besoin. Voilà. Très bien, parfait. Ouais. Merci Lisa pour ces explications très claires. Ça, ce sont les dispositifs peut-être les plus connus de réduction d'impôts. Est-ce qu'il y a d'autres manières de soutenir financièrement des associations? Alors, effectivement, on va voir d'autres manières. C'est vrai que ça, les dons, c'est quand même assez connu. Vous allez pouvoir, et donc ça, on a certains clients qui le font au sein du cabinet. Donc, dans la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie, directement mettre tout simplement l'association de votre choix et donc lui léguer les fonds, tout ou partie, de votre contrat d'assurance vie. L'autre solution qui peut également être faite, c'est directement de faire des dons de titres, notamment des actions aux grosses associations qui peuvent se permettre de les récupérer. Et donc là, ça va également être avantageux pour vous, car dans un premier temps, vous n'aurez pas d'impôt sur les plus-values mobilières à payer, puisque l'argent ne sort pas, c'est directement un don de titre. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur la totalité des dons qui vont être donnés. Donc, si je prends un exemple, vous avez investi 10 000 €, vous avez 10 000 € d'actions. Aujourd'hui, ces actions avec les plus-values valent 15 000 €. Vous allez pouvoir donner les 15 000 €, donc vous ne payerez pas d'impôt sur les plus-values sur les fameux 5 000 €. Et en plus de ça, sur les 15 000 €, vous allez bénéficier de la réduction d'impôt, donc soit de 66 %, soit de 75 % en fonction de l'association. Donc ça, ce sont 2 moyens qui peuvent être mis en place si vous n'avez, par exemple, pas de cash aujourd'hui, pas de disponibilité ou vous souhaitez simplement donner en plus ou d'une autre manière. Et en plus de ça, donc chez Grisby, on propose également des fonds de partage qui reversent une partie de leurs bénéfices à des associations. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez en savoir plus. Parfait, merci Lisa pour ces explications. Je suis sûr que déjà dans ceux qui nous suivent, effectivement, ils voient qu'il y a de beaux leviers pour soutenir les associations et notamment les 3 qui vont se présenter maintenant. Alors Violaine, ce que je te propose, c'est de commencer puisque, toi, ton association soutient les plus petits et les plus faibles des plus petits puisque, vous aidez les enfants porteurs de handicap. Est-ce que tu peux nous présenter tout cela, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. La Maison des Plus Petits, c'est une aventure qui a commencé il y a 6 ans maintenant. J'ai la chance d'être infirmière et assistante sociale de formation. Et j'ai travaillé dans la plus grosse institution de France en 2015-2016 en tant qu'infirmière, qui prend en charge 120 enfants qui sont tous placés par la justice, donc des enfants de l'aide sociale à l'enfance, retirés de la garde de leurs parents. Et 50% de ces 120 étaient porteurs de handicap. Et j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu, d'enfants tout petits, parfois 4-5 jours,
retirés de la garde ou confiés par les parents, porteurs de handicap, et qui, normalement, en pouponnière en France, on reste 3 à 6 mois, et puis certains restaient 9 à 10 ans, 9 à 10 ans dans la même chambre, dans le même lit, puisqu'il n'y avait peu ou pas assez de solutions d'aval pour eux. Pour vous donner un peu des chiffres, pour savoir vraiment de quoi on parle, en France, il y a à peu près 370 000 enfants placés par la justice, 370 000. Et sur ces 370 000, on en estime 70 000 qui sont porteurs de handicap. Ça coûte 9 milliards d'euros à l'État. Et une personne sur 4 que vous croisez dans la rue est issue ou a un parcours avec l'aide sociale à l'enfance. Et 70% n'aura pas de diplôme à 18 ans. Donc, force de ce constat-là, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle la Maison des Plus Petits et qui a pour but, du coup, d'œuvrer et de faire sortir ces enfants qui sont porteurs de handicap placés par les services de l'aide sociale à l'enfance et de leur offrir un lieu de vie de type familial qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont jamais connu. Pour bien préciser le type d'enfants dont on parle, donc c'est des enfants qui sont soit abandonnés par leurs parents, soit retirés de la garde parce que la justice est intervenue dans la vie de la famille, et qui arrivent à l'hôpital et qui, certains, y restent des années. Ils sont sortants médicalement de l'hôpital. Leur devenir, c'est la famille d'accueil, mais il n'y a pas assez de familles d'accueil disponibles pour ce type d'enfants en France. Et du coup, ils passent des années, voire toute leur vie, en milieu hospitalier. Alors que si c'était les nôtres ou s'il y avait des structures adaptées, ils sont sortants de l'hôpital, ils pourraient rentrer chez eux. Donc, c'est la raison sociale qui explique le fait que l'enfant reste à l'hôpital. Donc, on a créé maintenant, il y a 6 ans, une association qui s'appelle la Maison des Plus Petits, qui a pour but d'offrir un environnement familial pour 7 enfants entre 0 et 6 ans, porteurs de handicap et placés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Pendant 6 ans, on s'est beaucoup battu, puisque ces enfants-là, en France, on dit qu'ils s'appellent les enfants invisibles. C'est le rapport des défenseurs des droits des enfants qui, en 2015, a décrit ces enfants invisibles. Ils sont du coup estimés à 70 000 et on les appelle les enfants invisibles parce qu'ils sont et tout petits et placés par la justice et porteurs de handicap. Et comme le dit notre cher secrétaire d'État à la protection de l'enfance, quand on relève de plusieurs ministères, personne ne s'occupe de nous, on tombe dans un trou. Et quand on est dans un trou, on est invisible. Donc, à l'heure du QR code où on sait tout ce que tout le monde fait et qui fait quoi quand, on estime quand même qu'il y a 70 000 enfants en France qui sont invisibles. Et du coup, le but de la Maison des Plus Petits, c'est de rendre visibles ces enfants invisibles. Et pourquoi plus petits? Parce qu'on considère qu'à la Maison des Plus Petits, les enfants tout petits porteurs de handicap, c'est les plus petits de nos concitoyens de France. Et c'est la raison pour laquelle on veut s'occuper d'eux et leur offrir un environnement et sécurisant et bienveillant. Donc, on a obtenu, grâce au département des Bouches-du-Rhône, en 2021, l'autorisation d'ouvrir un lieu de vie et d'accueil. Donc, le lieu de vie et d'accueil, c'est le nom de l'agrément qui permet d'accueillir 7 enfants. Et on a ouvert une première maison, du coup, à Marseille en septembre dernier. Et on a accueilli le 5e enfant hier. Donc, on sera plein pour Noël. Et donc, dans cette maison-là, le principe du lieu de vie, c'est qu'il y a des gens qui ont élu domicile pour vivre avec les enfants. Donc, il y a 6 personnes qui ont accepté de se lancer dans l'aventure et de vivre avec les enfants. Il y a un couple qui habite sur place, dont lui est médecin, qui vit avec une célibataire qui, elle, est orthophoniste. Et donc, ces 3 personnes-là habitent dans la maison. Ils ont évidemment leur indépendance et leur appartement complètement séparés. Et on a proposé à 3 jeunes filles en service civique de venir donner 10 mois de leur année au service des enfants. Donc, il y a ces 6 personnes qui vivent au quotidien, qui ne se connaissaient pas il y a 3 mois, qui aujourd'hui habitent ensemble, qui vivent avec les enfants. Et ensuite, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se relaie la journée et la nuit pour répondre aux besoins spécifiques des enfants. L'intégralité des frais de fonctionnement, donc l'intégralité des salaires, des loyers, de la nourriture, des couches et des vêtements, sont pris en charge par le département. Puisque ces enfants, ils sont tous placés par la justice, le département en a la charge administrative et financière. Et du coup, le département nous donne un prix de journée qui nous permet de payer l'intégralité des frais de fonctionnement. Il reste donc à la charge de l'association l'investissement. Pour vous donner un ordre d'idée, à Marseille, on a dû lever 1 million d'euros pour pouvoir réhabiliter cette maison qui était à peu près une ruine et la mettre aux normes personnes handicapées et pour acheter des lits et des poussettes.
Et maintenant qu'on a ouvert à Marseille et qu'on a eu la chance d'avoir la visite de nos ministres lundi matin dernier en visite ministérielle, on a obtenu l'autorisation d'ouvrir une deuxième maison dans les Yvelines, à Coignères, qui du coup, on a récupéré la maison, on a récupéré les clés. Maintenant, on est en train de faire les études d'architecte pour pouvoir déposer le permis de réhabilitation de travaux en janvier. Et on espère une ouverture au printemps 2024. Et cette maison dans les Yvelines, elle permettra pareil d'accueillir 7 enfants entre 0 et 6 ans, porteurs de handicap et placés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et pour ceux qui connaissent les Yvelines, c'est un des départements de France qui a le plus d'établissements pour les tout petits moins de 6 ans. Donc ces enfants-là, ils sont aujourd'hui à Bullion, au Loge en Josas, au centre de cardiologie pédiatrique. Voilà, c'est des enfants qui sont dans ces milieux sanitaires hospitaliers très hostiles et qui sont sortants et qui malheureusement ne sortent pas. Donc on va les faire sortir de ces environnements-là pour pouvoir les prendre en charge. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les Yvelines, on cherche 1,6 million. On cherche 1,6 million parce qu'il faut qu'on achète cette maison et qu'on la réhabilite. Le département des Yvelines s'est déjà engagé à nous fournir une subvention d'investissement. Et ensuite, il y a des mécènes qui nous avaient déjà suivis pour Marseille, qui vont continuer de nous accompagner. Voilà. Voilà, l'histoire de l'aventure de la maison des plus petits, c'est comment rendre visibles les enfants invisibles de France et d'offrir à des enfants tout petits porteurs de handicap un environnement familial qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont jamais connu, en essayant que cette maison ressemble à une maison et pas du tout à l'hôpital. Les enfants, ils sont 2 par chambre dans une chambre qui ressemble à celle de nos maisons, avec des lits Ikea et des commodes et une cuisine comme à la maison, et pas du tout le milieu hospitalier. Personne ne porte de blouse, personne ne porte de masque. On est comme à la maison. Voilà. Magnifique. Un grand merci. Ouais, magnifique. Donc vous leur offrez presque finalement une famille dans ces maisons, vu le petit nombre de personnes qui y vivent, et donc des gens qui vivent avec ces enfants, et donc c'est vraiment magnifique pour les accompagner au mieux. Et est-ce que juste ces enfants-là, ils ont pour vocation de rester jusqu'à quel âge dans vos maisons? Alors, l'autorisation qu'on a, c'est de les accueillir jusqu'à l'âge de 6 ans. Et donc, la 6 ans. question qu'on me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on va Ouais. faire des enfants après 6 Oui. ans? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que la loi en France, c'était que l'école, elle était obligatoire à 6 ans. Maintenant, l'école, elle est passée obligatoire à 3 ans. Mais les établissements pour enfants handicapés de type IME, IEM, des institutions adaptées au handicap, elles sont restées encore à 6 ans, à ouvrir à partir de 6 ans. Et ils ne sont pas encore passés à 3 ans. Donc, la majorité des établissements pour enfants handicapés, ils ouvrent à 6 ans. Donc, ces enfants-là, ils seront admis dans des établissements pour enfants handicapés à partir de 6 ans. D'accord. Et puis, on a la conviction intime aussi, peut-être c'est un rêve, mais je ne crois pas, qu'on va faire naître, entre guillemets, des vocations de familles d'accueil. Puisque c'est des gens qui vont pouvoir venir rendre visite dans la maison, rendre service, venir déjeuner régulièrement, puis finalement s'attacher à un enfant, vont pouvoir finalement le prendre pour le week-end, le prendre pour les vacances, et puis finalement peut-être choisir de devenir famille d'accueil pour que cet enfant puisse continuer de vivre chez eux. On a vraiment cette ambition-là. Très bien. Bravo pour cette magnifique action. Donc en tous les cas, on a bien compris quels sont vos besoins. Donc une maison qui ouvre en 2024, objectif 2024. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver pour les mois qui viennent, qui sont peut-être déjà dans les tuyaux à d'autres endroits? Alors on a été appelé par le département de la Loire-Atlantique, puisqu'il y a eu un article début août 2022 dans le Figaro qui expliquait qu'au CHU de Nantes, il y avait un nombre croissant de bébés placés par l'aide sociale à l'enfance pour lequel ils n'avaient pas de solution. Et du coup, nous, entre guillemets, on est une solution clé en main pour ces enfants-là. Et l'article dans le Figaro décrivait vraiment que ces enfants-là, du fait de rester à l'hôpital trop longtemps, développaient ce qu'on appelle un syndrome d'hospitalisme sévère. L'hospitalisme, c'est un syndrome qui a été décrit par les psychiatres à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on avait fait entre guillemets, des expériences sur les enfants de je suis un bébé, je ne suis pas pris dans les bras, mais je suis nourri, et je suis pris dans les bras, mais je ne suis pas nourri. Et celui qui va mourir le plus vite, c'est celui qui n'est pas pris dans les bras, mais qui est nourri. Et ça se manifeste par des dépressions très sévères, par exemple. Évidemment, en France, ces enfants-là, ils meurent plus de faim, mais c'est des bébés qui vont plus du tout suivre du regard, qui vont refuser de prendre leur biberon,
qui vont pas du tout pleurer. On appelle ça un syndrome d'hospitalisme. Et ça, on le décrit en France, on ne l'avait pas décrit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il y a eu un très bel article dans le Figaro en début août 2022. Et du coup, la Loire-Atlantique nous a appelés pour nous demander dans quelle mesure on accepterait d'ouvrir une maison des plus petits en Loire-Atlantique. Donc, sur le principe, oui, bien sûr. Mais il faut d'abord on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, on fait les choses les unes après les autres. Mais ça serait éventuellement la 3e maison. Oui. Bien sûr. Très bien, bravo Violaine en tous les cas pour cette magnifique association et cette action au service des tout petits. On va passer ensuite à Loïc de l'association Lazare. Loïc, c'est une autre sorte d'invisibles dont on parle régulièrement, qui sont les personnes sans abri que vous aidez au sein de Lazare, et donc je te laisse nous en parler. Merci, qu'il est dur de prendre la parole après Violaine. Non. Quel projet magnifique. Si, vraiment, je suis bluffé de tout ce que vous faites. Et merci pour ces enfants. Effectivement, je suis d'autant plus sensible au discours de Violaine que nous aussi, on a à cœur de lutter pour des invisibles, ceux qui sont sur nos trottoirs et qu'on croise souvent sans jamais vraiment regarder. Quand je suis rentré de vacances cet été, j'ai été voir une de mes amies qui vit à la rue, qui s'appelle Catherine. Et comme avec mes amis depuis longtemps, sauf période Covid, j'ai voulu lui claquer la bise. Et Catherine m'a dit non, ne m'embrasse pas, tu vas choper des maladies. Et je lui dis mais n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Et donc je lui ai fait la bise. Et après lui avoir fait la bise, je me suis rendu compte qu'elle s'était mise à pleurer. Et du coup, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, Catherine? Je suis désolé. Elle me dit non, mais en fait, je suis hyper touché que tu m'aies embrassé. En fait, ça fait plus d'1 mois que personne ne m'a touché. Vous savez, les hommes et les femmes, on est des animaux sociaux et on a besoin de contact humain. Et Violaine le rappelait avec ces bébés qui étaient hospitalisés, ces enfants qui étaient hospitalisés trop longtemps. On a vraiment besoin de contact pour exprimer notre qualité, notre dignité de personne humaine. Et à Lazare, on pense que plus que d'un toit, les personnes ont surtout, du coup, effectivement, besoin de relations humaines pour se reconstruire. Donc, Lazare développe depuis une dizaine d'années des colocations solidaires dans lesquelles vont vivre ensemble des jeunes actifs, des jeunes entre 25 et 35 ans qui vont quitter leur logement et qui vont venir vivre en colocation avec des personnes qui ont connu la rue. Au-delà de ce modèle humain que je viens de vous présenter de colocation, Lazare, c'est aussi un modèle économique. On a l'ambition de lever des fonds pour financer nos projets par du mécénat. Et cette tribune qui nous est offerte par Grisby est un vrai cadeau pour nous. C'est de dire, en fait, on a besoin d'aide pour financer nos projets. Qu'ensuite, les gens qui sont dans nos maisons, même les personnes qui ont connu la galère de la rue, payent un loyer. On veut sortir d'une logique d'assistanat et vraiment donner aussi la dignité des gens, parce que dans la vraie vie, on paye un loyer. Donc même ceux qui étaient à la rue payent un loyer. Évidemment, ils peuvent être aidés par une allocation au logement ou autre, mais facialement, ils payent le même loyer que ces jeunes actifs. Ces loyers nous servent à couvrir les charges de chacun de nos immeubles. Et ensuite, donc ça couvre les charges de chacun de nos immeubles. Tous nos immeubles sont excédentaires et l'excédent remonte pour faire fonctionner l'association. Il y a 3 ans, quand on a lancé un développement un peu plus massif, on avait pris le pari qu'on arriverait à fin 2022 à financer 75% de notre association grâce au loyer perçu. Et là, à la fin de l'année, avec l'ouverture de notre maison de Rennes, on arrive à cet objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire que les loyers financent 75% de l'association sans aucune finance publique et de manière pérenne, puisque évidemment on accueille des gens qui payent des loyers et qui donc contribuent à la santé financière de l'association. Modèle économique, modèle humain, mais avant tout, Lazare, c'est une histoire de rencontre. Moi, j'aimerais vous parler de Martial, un colloque qu'on a rencontré il y a quelques années. Martial débarque à Lazare, plein hiver, bref, on le reçoit en entretien. Et Martial me dit, voilà, ça fait 20 ans que je suis à la rue, j'aimerais avoir une place chez vous. Il se trouve qu'une place se libérait, 3 jours après, il intègre la maison.
Et là, une assistante sociale m'appelle et me dit oh là là, Martial va tout péter chez vous, vous avez vraiment fait une connerie en l'accueillant. Pendant 3 semaines, le mec pionce, on ne le voit pas. Et là, je me dis, bon, quand même, Lazare, on est un peu plus fort que les autres, on sait y faire, quoi. Et évidemment, je me plantais, puisque 3 semaines après, on vient me chercher, on me dit, écoute, il faut que tu viennes, Martial est en train de tout péter. Donc, je rentre dans sa chambre, effectivement, l'armoire était fracassée, la chaise pétée, le lit en cathédrale, bref, la cata. Un peu déboussolé par sa colère, je suis assez démuni et du coup je m'assois au milieu de la chambre, ce qui a pour effet d'ailleurs de décupler sa colère parce qu'il cherchait quelqu'un pour se confronter. Et pardon. Et bon, on finit par discuter et Martial me dit, en fait tu sais je suis une merde, ma vie elle n'a aucun sens. Et on discute et en fait il me raconte que quand il était enfant, sa maman qui souffrait de schizophrénie avait voulu le noyer. Du coup, il avait été placé dans un centre de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, le week-end, il sortait et il voyait son papa. Puis, à l'âge de 13-14 ans, il a commencé à boire de la bière avec lui. Il trouvait ça cool. 15-16 ans, les premiers joints avec lui. Et un samedi soir, soirée plus arrosée, plus de consommation que d'habitude, il s'endort. Et quand il se réveille, à côté de lui, son père était mort. Du coup, Martial part dans la rue à l'âge de 17 ans et il y passe 20 ans. Et donc, vous savez, quand vous êtes à la rue, vous vous posez principalement 2 questions. C'est qu'est-ce que je vais manger et où est-ce que je vais dormir? Le qu'est-ce que je vais manger, Martial, bah, il avait répondu à la question. Il était à Lazare, le frigo était plein. Où est-ce que je vais dormir? Bon, il venait de péter son lit, mais il avait un toit. Et du coup, arrive la question qui tue, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait, quand vous vous posez cette question, souvent vous regardez dans le rétroviseur et vous regardez d'où vous venez. Et lui, bah, sa conclusion, elle a été simple et sans appel. C'est, je suis une merde. Ma vie, elle a aucun sens. Et donc, toujours un peu démuni, moi je lui ai dit, mais en fait, je pense que tu n'es pas une merde, je pense que tu es une merveille. Et je pense que ta vie, elle a du prix et que ça vaut le coup que tu essayes de la vivre jusqu'au bout, quoi. Bref, je me rappelle, je redescends chez moi. Ma femme qui était là me dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Et j'étais persuadé qu'il est reparti à la rue. De fait, il n'est pas reparti. Quelques mois après, il voyait des addictions, etc. On me dit, il faut que tu viennes, Martial sort plus de sa piole. Je rentre dans sa piole, et là, une odeur, mais horrible. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un rat crevé, tu t'es pas lavé depuis 15 jours. Il me dit, non, regarde. Il lève sa couette, et là, il avait la jambe noire. En fait, s'était fait une mauvaise injection, il a chopé la gangrène. Il est hospitalisé, placé dans le coma. Et les colocs, donc ceux qui vivent avec lui, les hommes, les femmes de l'étage du dessous, nous, on se relaie pour lui rendre visite pendant sa période de coma. Il se réveille et le jour de son réveil, on va lui rendre visite, enfin quelques jours après son réveil, on va lui rendre visite avec ma femme. Et quand on rentre dans la chambre, dans le service de réanimation, il a le sourire d'une oreille à l'autre. Je lui dis, mais ça fait plaisir de le voir sourire, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, j'ai pas dormi de la nuit. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, j'ai pas dormi de la nuit parce que l'infirmière m'a raconté que depuis un mois que je suis là, vous m'avez rendu visite tous les jours. Et si vous avez fait ça, c'est que vous m'aimez. Et si vous m'aimez, c'est que je suis aimable. Et si je suis aimable, c'est que ma vie, elle a du prix. En fait, au travers d'une chose aussi anodine que de rendre visite à un ami, on a rendu à Martial sa dignité et on lui a fait prendre conscience que sa vie, elle avait du prix. Aujourd'hui, même si le combat est toujours pas gagné, il a son petit appart thérapeutique, il a un petit boulot dans une bibliothèque associative. Bref, il reprend confiance dans la vie. La tribune qui nous est offerte aujourd'hui nous permet de vous inviter, si vous le pouvez, à contribuer à nos actions. Alors nous, on a la chance, on fait partie de ces associations qui bénéficient des fameux 75% sur les 1000 premiers euros au titre de l'IR, comme l'a si bien rappelé Lisa. Et en fait, chacun de vos dons sont importants. Avec 1000 euros, on peut meubler une chambre. Avec 10 000 euros, on peut construire une cuisine dans laquelle vont vivre ces colocs. Avec 40 000 euros, on peut vraiment construire la chambre qui va accueillir cette personne de la rue. On en a vraiment besoin dans tous nos projets qui sont en train de naître aujourd'hui pour donner redonner ce courage à ces personnes qui sont souvent délaissées. Et puis je terminerai en vous disant que
Évidemment, vous pouvez donner, et ça sera un grand cadeau pour nous. Mais d'ailleurs, que ce soit à nous ou à nos petits camarades de la Maison des Tout-Petits ou Visitation qui passent après, dans tous les cas, vous ferez un bon choix. Vous pouvez donner, mais vous pouvez aussi, et nous pouvons aussi tous avoir cette présence auprès de ces personnes qui sont à la rue. Toum Toum racontait, qui a vécu 7 ans à la rue, racontait à des enfants que le meilleur moment qu'elle a passé dans la rue, c'est quand un jeune s'est assis à côté d'elle en lui donnant une demi-heure de son temps. Parce que quand elle était à la rue, elle avait l'impression d'être du mobilier urbain, un, un panneau publicitaire, un abribus. Et elle a même dit aux enfants une poubelle, sauf que en tant que femme à la rue, j'étais pire que la poubelle, parce que les gens cherchaient la poubelle pour mettre un truc, moi, personne ne me cherchait. Et nous, on peut tous porter notre regard sur les personnes de la rue, un sourire, un merci, un bonjour, prendre le temps de s'arrêter. Et la bonne nouvelle, pour terminer, c'est que, évidemment, peut-être que ça permettra de faire vivre le meilleur moment de la rue de quelqu'un, et ça, c'est un beau cadeau pour la personne, mais que ça peut aussi révolutionner et changer notre propre vie. Donc, faut, je crois vraiment pas hésiter à avoir, surtout en cette période de Noël, cette attitude de sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer les personnes qui ont connu, qui sont à la rue. Je vous remercie. Merci Loïc, merci pour ces témoignages et pour ce que vous faites au service de ces personnes-là, et vous leur donnez de l'amour, comme pour les tout petits, et finalement c'est ce qui apporte, le plus. Petite question juste Loïc, vous avez plus de 10 ans d'existence là, donc ça fait, vous avez, je crois, plus de 10 maisons aussi qui sont ouvertes aujourd'hui, 10 Ouais, colocations? aujourd'hui, il y a 12 maisons en France, 12 à maisons. peu près 250 personnes qui vivent dans nos maisons. Et dans notre plan de développement, dans les 3 prochaines années, on aimerait en ouvrir 10 autres, donc encore doubler notre capacité d'accueil. Ouais. D'accord, et du coup sur les sans-abri qui passent, chez vous, certains doivent peut-être déjà être sortis de ces maisons. Est-ce qu'effectivement, votre accompagnement permet de donner de l'espérance et de nouveaux projets, et finalement de relancer ces personnes-là dans une vie, normale, peut-être après en reprenant leur autonomie complète? Ouais, alors j'aime à dire que la devise de Lazare, c'est: vous n'êtes pas appelé à réussir, mais être fidèle. Et j'aime bien m'y tenir parce que notre objectif, c'est vraiment d'être fidèle à ces personnes. Mais on a quand même fait une étude d'impact et on s'est rendu compte que cette fidélité entraîne le fait que 56% des gens qui étaient à la rue retrouvent un emploi ou une formation professionnalisante en passant par Lazare. 85% des gens quittent Lazare pour un logement pérenne. Et puis plein de stats sympas, notamment sur la question des addictions, avec voilà, près de 80% des gens qui se sentent soutenus et écoutés dans leur parcours de lutte contre les addictions. Enfin voilà, un certain nombre de chiffres qui montrent que ce vivre ensemble porte du fruit. Et puis ce qui est important de dire, c'est que ça porte du fruit évidemment pour les personnes de la rue, mais ça porte aussi du fruit pour nos jeunes qui s'engagent dans nos maisons et qui voilà, transforment un peu leur vie grâce à ce contact avec les personnes en galère. Excellent. Dernière petite question, Loïc, toi, qu'est-ce qui t'a amené chez Lazare? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure? Ah, c'est un peu le hasard. Moi, je suis avocat de formation et en revenant d'une expérience humanitaire au Brésil, je reprenais mon boulot d'avocat et un ami nous a croisés avec ma femme et nous a dit, voilà, l'association Lazare se lance à Nantes, cherche un couple pour lancer le projet, et j'ai pensé à vous. Et en fait, ça a été très vite reçu par nous. Assez vite, on s'est lancé comme bénévole, famille responsable, et j'ai repris un boulot d'avocat. Puis dans un deuxième temps, Étienne, qui est le fondateur de Lazare, cherchait quelqu'un pour l'aider à développer et structurer l'association. Et donc j'ai quitté mon boulot d'avocat il y a 8 ans maintenant pour devenir salarié de l'asso et m'y consacrer à 100%. Excellent. Eh bien, écoute, bravo pour cette action en tous les cas. Et puis, on va voir de plus en plus, on l'espère, de maisons de ce type-là ouvrir, et surtout de plus en plus de sans-abri retrouver leur dignité grâce à vous. Donc vraiment bravo. François, on va passer à nos anciens, à nos aînés.
finalement l'autre bout de la chaîne, nos aînés qui sont en fin de vie et qui aimeraient finir leur vie chez eux, ce qui est rarement le cas finalement. Et donc, c'est là qu'intervient Visitatio. Je te laisse présenter tout cela. Merci Frédéric, merci à Grisby Gestion Privée pour l'opportunité de présenter ce que nous faisons. Alors Loïc avait exprimé son inconfort de présenter Lazare après Violaine. Ben moi, j'exprime le mien de présenter Visitatio après Violaine et Loïc. Alors, pour vous parler un petit peu de notre activité, je voudrais commencer par vous décrire un peu la situation de Luc, qui est la première personne que nous avons accompagnée. C'était en 2017. À cette époque, il a 76 ans. Et puis cette fois, c'est son cancer qui a gagné la partie. Ça fait 10 ans qu'il va d'épisode cancéreux en épisode cancéreux. Et là, l'oncologue lui a dit qu'il lui restait quelques semaines ou mois à vivre. Il habite seul et il est très, très angoissé. Ses enfants habitent en région. Il a 2 enfants qui habitent en région parisienne, mais qui le visitent assez peu. Et puis, la première fois, il me dit « je ne rappelle plus mes amis parce qu'ils me parlent de leur corps aux pieds et moi, il me reste quelques semaines et mois à vivre et c'est juste insupportable. » Alors, comme Luc, il y a chaque année en France 400 000 personnes qui auraient besoin de soins palliatifs. Et malheureusement, les 3/4, c'est-à-dire 300 000 à ce jour, et ça va augmenter avec le baby boom, les 3/4 n'y ont pas accès malgré un budget de l'assurance maladie consacré aux soins palliatifs de 1,7 milliard. L'essentiel des capacités, les 100 000 personnes qui ont accès aux soins palliatifs aujourd'hui ont accès aux soins palliatifs au travers de l'hôpital et c'est très très bien parce qu'il y aura toujours 20-25% des situations de fin de vie pour lesquelles l'hôpital est la bonne solution pour des raisons de criticité sur le plan médical essentiellement. Pourtant, si 60% des Français meurent à l'hôpital, les 3/4 d'entre eux voudraient vivre leurs derniers jours chez eux et les vivre entourés. Depuis 20 ans, il y a eu 5 plans nationaux de soins palliatifs qui ont chacun mis l'emphase sur la question du développement de l'offre de soins palliatifs à domicile sans que les résultats soient véritablement au rendez-vous. Et nous voyons 2 raisons à cela. D'abord, comme Luc, près de la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules. Et pour ceux qui ont la chance de ne pas être seuls, c'est l'épuisement des aidants qui guettent. Quand on est seul, ce genre de situation est assez difficile. Et puis, il y a ce chiffre un peu terrible d'un aidant sur 3 qui meurt avant la personne aidée à l'issue d'une longue période d'aide d'un conjoint atteint par une maladie chronique ou une autre. Donc la première grosse difficulté au domicile, c'est l'isolement social des personnes. La seconde, c'est que les médecins traitants qui ont été établis il y a 20 ans comme les pivots de la prise en charge manquent de temps, sont peu formés aux soins palliatifs, moins de 3% d'entre eux le sont. Le nombre de visites à domicile a été divisé par 4 en 20 ans. Et puis, les 2/3 des médecins traitants expriment des réticences à s'investir dans ce parcours qui est un petit peu particulier sur le plan humain, sur le plan existentiel. Alors, notre modèle, notre innovation avec Visitatio, Voisins et Soins, c'est d'une part de mobiliser des bénévoles nombreux qui s'engagent et qui se forment pour accompagner dans leur quartier, à leur domicile, les personnes en fin de vie ou gravement malades, et pour soutenir également les proches, pour entraîner aussi, dans toute la mesure du possible, les voisins et les amis, tous ces gens qui s'investissent volontiers, mais qui peuvent être un peu en retrait pendant un temps, tant qu'ils ne sentent pas qu'il y a un dispositif organisé pour ça, tant ils ne se sentent pas en capacité de prendre en charge la situation. Donc d'abord des bénévoles, et puis d'autre part, nous inscrivons au cœur de cette mobilisation des médecins, des infirmières, des psychologues spécialisés en soins palliatifs pour épauler les médecins traitants ou prendre le relais s'ils n'ont pas la disponibilité et puis apporter cette réassurance, ce sentiment de sécurité sur le plan médical au domicile qui permet d'éviter les départs intempestifs vers l'hôpital. Une équipe, concrètement, ce sont 7 bénévoles qui s'engagent pour une demi-journée par semaine, un médecin, une demi-journée par semaine également, une infirmière et des psychologues, tous à temps donc très partiel et tous très, très impliqués et investis. Et c'est comme ça que nous avons démarré en 2017 avec 2 villes pilotes dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Et c'est comme ça que nous rencontrons Luc à l'été de 2017. Et nos visites 2-3 fois par semaine, tout de suite, transforment la situation, le sortent de son angoisse,
Au bout d'un mois, il nous dit, finalement, je rappelle mes amis, ils me parlent toujours de leur corps au pied, mais maintenant, je les écoute et c'est très, très bien. Donc, en fait, parce qu'il était accompagné, parce que des gens venaient le voir, ben, lui s'est mis à accompagner aussi des amis sur des sujets bien mineurs par rapport à sa situation à lui. Et puis, ses deux enfants ne se parlaient plus et il rêvait de les voir se réconcilier. Alors, on a organisé son anniversaire, c'était pas gagné, mais finalement, les enfants sont venus et à l'issue, sa fille nous a dit ceci, de ce malheur peut sortir quelque chose de bon. Voilà, et ça manifeste très bien cette réalité qui porte beaucoup la motivation à la fois des bénévoles et des soignants. Il y a un proche aidant qui a écrit « On croit que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais en réalité, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. » Voilà, il y a ce temps qui est un temps difficile de la fin de vie, mais qui est également un temps d'une densité humaine incroyable et d'une richesse incroyable. Alors, la pertinence du modèle a tout de suite été confirmée par les premiers accompagnements. Et puis, on a fait faire une étude d'impact social qui a mis en évidence non seulement le degré élevé de satisfaction de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les soignants en ville, que ce soit la personne malade, ses proches, etc., les bénévoles également, mais aussi et surtout un taux de décès à domicile de 75% qui a comparé sur des périmètres comparables à 38% en moyenne nationale. Alors ensuite, on a continué à ouvrir des équipes à Tours en 2019, en 2020 à Paris, à Saint-Cloud, à Vouvray. Vouvray est intéressant parce que c'est déjà un environnement rural. Et puis on ouvre deux nouvelles antennes d'ici la fin de cette année, donc c'est tout proche, à Toulon et au Puy-en-Velay. Et toutes ces ouvertures montrent et vont dans le sens de notre perfectionnement de la réplicabilité du modèle. Voilà, là, on finit l'année avec 16 équipes, environ 120 bénévoles, une trentaine de soignants et de psychologues. Et cette réplicabilité est extrêmement importante en vue de la question du passage à l'échelle, parce que l'objectif à terme, c'est que des équipes de ce type existent dans tous les quartiers et dans tous les villages. Et ça résonne fortement avec l'actualité. Si vous suivez un petit peu les débats sur les questions de la fin de vie, où il s'agit tout à la fois, semble-t-il pour certains, de faire avancer la législation en direction d'une liberté côté euthanasie ou suicide assisté, et en même temps d'aller plus loin dans le développement des soins palliatifs. Donc nous apportons, il y a une fenêtre d'opportunité là pour arriver à positionner ce modèle comme une contribution significative, pour ne pas dire décisive, au développement des soins palliatifs. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les politiques. On était au ministère encore cet après-midi. Il y a le caractère un peu novateur, mais également le fait que cela repose sur une solidarité citoyenne organisée à l'échelle du quartier. Donc ça interpelle beaucoup les politiques, à la fois les politiques locaux et le ministère. Donc on travaille avec le ministère précisément à ce que le modèle soit reconnu comme une composante de l'organisation des soins en ville, et puis qu'il soit financé par la sécurité sociale pour qu'il puisse être déployé partout en France. Je disais 300 000 personnes à accompagner qui aujourd'hui n'ont pas accès aux soins palliatifs, une équipe de 7 bénévoles, un médecin, une infirmière, à peu près en moyenne une demi-journée par semaine. Ça accompagne une vingtaine de personnes par an, donc il faut raisonner pour avoir un modèle qui permette de créer entre 10 et 15 000 équipes dans les 10-15 ans qui viennent. Donc on travaille beaucoup sur cette notion de réplicabilité, sur le caractère systémique du modèle. L'argumentation en direction du ministère comme de l'assurance maladie repose sur le fait que ce dispositif induit une baisse extrêmement importante, plus de 50% du nombre de jours d'hospitalisation dans les derniers mois de vie. Il faut savoir que 10% des journées d'hospitalisation en France concernent des personnes qui sont dans leurs 3 derniers mois de vie, ce qui est notre durée moyenne d'intervention. Ça signifie qu'une fois déployé à grande échelle, ce modèle est susceptible d'engendrer une diminution de 5% de la charge globale de l'hôpital, ce qui est considérable et ce qui interpelle beaucoup, bien sûr,
au ministère. Ça se traduit aussi, bien entendu, par des économies nettes sur les dépenses de santé, parce que les journées d'hôpital coûtent très très cher. Et donc ça, les projections font état d'une capacité d'économie pour les dépenses de santé de 2 milliards d'euros. Donc ça interpelle aussi du côté de l'assurance maladie. Voilà. À ce jour, nous sommes financés à 95% par des dons privés, de particuliers, de fondations, des subventions de caisses de retraite également qui sont intéressées à la dimension sociale de ce modèle. On avait cette année un budget d'1 million pour faire tourner les équipes et puis pour travailler à la réplicabilité de ce modèle, son inscription auprès des ministères et de l'assurance maladie. On a un budget d'1,5 million l'année prochaine. On espère que la puissance publique commencera à financer le terrain dès 2024, mais d'ici là, on a 2023 à financer. Et puis, toute cette ingénierie pour que le modèle soit véritablement systémique et très réplicable, ce qui suppose travailler sur l'organisation, sur les formations, sur les systèmes d'information, sur les capacités de formation pour embarquer des médecins en les formant sur leur temps de travail pour visitation, voisins et soins. Voilà, donc des besoins financiers encore importants pour que le modèle puisse être reconnu et financé par l'assurance maladie pour être déployé à grande échelle. Voilà, en un mot, c'est un peu une inversion de paradigme. Plutôt que de mettre des bénévoles d'accompagnement dans l'environnement très médical de l'hôpital, on cherche à inscrire une composante médicale dans une mobilisation plus large, celle de la société civile, à l'échelle du quartier. Et le but, c'est que demain, chacun puisse vivre dans toute la mesure du raisonnable. Parfois, c'est l'hôpital qui est indiqué, mais dans 80% des cas, le domicile est possible. Puisse vivre jusqu'au bout sa vie chez lui, entouré et soulagé. Voilà, dernière anecdote concernant l'accompagnement de Luc à la fin de ses funérailles. Sa fille est prise par l'émotion, elle avait préparé un petit baume, mais elle n'arrive pas à aller au bout. Et puis on voit son frère qui se lève et qui vient à côté d'elle et qui pose sa main sur son bras. Et puis elle reprend sa respiration et elle réussit à aller jusqu'au bout. Et cela, on s'est dit que Luc était aux anges vu de là-haut. Voilà. Magnifique. Merci François pour cette présentation de votre action. C'est beaucoup plus dur de conclure après vos 3 interventions et je ne parlerai pas une seconde de Grisby Gestion Privée après tout ce que vous nous avez raconté sur vos magnifiques actions. C'est vraiment très beau. Un immense merci pour tout ce que vous faites pour donc nos plus petits, les accidentés de la vie avec Lazare, pour les personnes âgées ou en fin de vie avec Visitatio. Vraiment, c'est magnifique et je pense que nous avons besoin de vous, la France a besoin de vous et voilà ce que vous montrez. Finalement, tous les 3, au final, ce que je retiens, c'est que finalement, ces 3 catégories de population sont particulièrement invisibles parce que nos aînés, qu'elles soient en maison de retraite ou à l'hôpital, ou vraiment, elles sont particulièrement invisibles aussi. Et finalement, vous rendez visibles ces personnes-là et vous leur apportez de l'amour, ce qui manque cruellement, ce que vous avez décrit tous les 3 d'ailleurs, ce qui manque cruellement à ces personnes-là que vous aidez. Donc vraiment, félicitations pour tout ce que vous faites. J'espère que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui auront été touchés. N'hésitez pas à soutenir les 3 associations. Nous allons vous envoyer un replay de la conférence web, mais aussi les liens directement par email qui vous permettront de soutenir financièrement les 3 associations. Allez-y directement, n'en soutenez pas une, n'en soutenez pas 2, soutenez les 3, c'est important. Donc voilà, en tous les cas, ces associations comptent sur vous. Merci d'avoir suivi cette nouvelle conférence web et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ce sera la dernière de l'année, donc on souhaite à tout le monde un très joyeux Noël, une très belle fin d'année, en tous les cas 2022, et plein de belles choses déjà pour 2023. Merci à tous, merci à tous les 3, merci Lisa également. Merci. Merci, Merci au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.